Charles-Henri Bickel est un jeune homme de 19 ans qui est né et a grandi aux Verrières. Il est fils d'un tailleur alsacien et il fréquente une fille de village qui vient d'avoir un enfant de lui. Aussi, Charles-Henri et sa fiancée décident-ils de publier leur ban en vue de leur futur mariage. Un matin de février 1810, Charles-Henri apprend stupéfait que son père a fait annuler ses bans. Exaspéré, il se rend immédiatement au domicile paternel pour exiger des explications. Père et fils se retrouvent à la cuisine, le ton monte rapidement. Charles-Henri hurle et ordonne à son père de le laisser épouser la fille de Xavier Blanc. Le père s'obstine dans son refus sans vraiment donner d'explication. Le jeune homme sort de ses gonds, insulte son père, se lève, empoigne une chaise et la brise sur le sol. Les deux hommes s'affrontent, mais le fils a tôt fait de prendre le dessus sur son père qu'il frappe violemment avant de s'en aller. Tout aurait pu s'arrêter après cette altercation plutôt musclée, mais c'est sans compter qu'au XIXe siècle, battre son père est un acte grave. Ce n'est pas une contravention, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Frapper le père, c'est s'attaquer au pouvoir, aux autorités, aux princes, voire à Dieu lui-même. La justice se saisit donc de l'affaire. Sur une requête du châtelain du Val-de-Travers, le Conseil d'État ordonne sans hésiter que Charles-Henri soit décrété de prise de corps afin qu'il soit mis sous les verrous et passé en jugement. Aux Verrières, les sautiers chargés de son arrestation ne mettent pas grand zèle à mettre la main sur un homme qu'ils connaissent depuis sa naissance. Ceci d'autant plus qu'on dit du père Bickel qu'il est un homme perdu d'honneur et un bien mauvais exemple pour son fils. Grâce à la mauvaise volonté des sautiers, Charles-Henri parvient facilement à s'échapper. La mauvaise nouvelle est annoncée au Conseil d'État qui s'insurge qu'on ne mette pas plus d'énergie à exécuter ses ordres. De son côté, le châtelain du Val-de-Travers tente de se justifier en prétextant la longueur de la procédure et en jetant la faute sur les sautiers qu'on soupçonne de connivence avec le prévenu. Le châtelain conclut en se mettant du Conseil d'État. Nos institutions judiciaires sont comme un vieux ressort qui a besoin d'être retrempé. On finit néanmoins par arrêter Charles-Henri quelques semaines plus tard. Il passe en jugement au château de Motier au petit matin du vendredi 13 avril 1810. Les faits étant indiscutables, Charles-Henri est condamné. Un châtiment en plusieurs parties. Premièrement, il doit subir une solennelle admonestation. Ainsi, le capitaine et châtelain se lèvent et adressent aux prisonniers une morale bien sentie. Un discours qui se veut édifiant pour le condamné et le nombreux public réuni au château. Deuxièmement, c'est au tour de Charles-Henri de faire, toujours publiquement, amende honorable. Il se dresse donc face au public et déclare se repentir amèrement de son crime et demande sincèrement pardon à la communauté d'avoir commis pareille ignominie. Ceci fait, il ne devrait lui rester qu'à payer les frais de la procédure et il pourrait rentrer chez lui. Mais Charles-Henri est alsacien. Bien que natif des Verrières et y ayant toujours vécu, il n'en demeure pas moins un étranger. C'est pourquoi le juge le condamne en sus à un bannissement à vie du territoire de la principauté de Neuchâtel. Cette fois, le jugement est clos. C'est au gendarme Monnier qu'incombe la charge d'accompagner le condamné jusqu'à la frontière française, au-delà des Verrières. Par grâce spéciale, le juge a daigné autoriser Charles-Henri à rendre une dernière visite à sa mère en passant aux Verrières. Charles-Henri Bickel et Abraham Monnier quittent ainsi le château de Motier pour entamer la longue marche qui doit les mener jusqu'aux Verrières de Joux, sur territoire français. Le fils rebelle et son garde rejoignent rapidement le village de Motier. Il est presque midi. Il est temps d'avaler quelque chose, histoire de prendre des forces avant la montée qui va de Saint-Sulpice jusqu'au crêt des Verrières. Ils entrent dans la maison de commune et commandent à manger. Un nommé Eschliman s'approche d'eux et s'assied à leur table. C'est un ami de Charles-Henri qui a assisté à l'audience et il tient à offrir quelques verres de vin en guise d'adieu à son ami d'enfance. Une fois le vin et le repas avalés, le banni et son gendarme reprennent leur route. Charles-Henri, faim et soif satisfaite, se sent maintenant soulagé. Il arrive même à entrevoir l'avenir avec un peu plus d'espoir. Qui sait?
Peut-être que son passage en France lui permettra d'entamer une nouvelle vie, une vie où il serait débarrassé de son père. Il se surprend à chanter, danser même, sur le sentier qui les mène à Saint-Sulpice. Le gendarme s'offusque d'une telle attitude. Il le sermonne vertement. « Tu n'as pas honte, que vont dire les gens ?»« Je ne sais pas. Ils vont dire que c'est une bravade. On ne peut pas chantonner et avoir le cœur léger après avoir été condamné. » Charles-Henri doit le reconnaître. Ne vient-il pas de dire à la foule à quel point il était désolé d'avoir commis un crime abominable? On attend donc de lui qu'il se morfonde de honte. Arrivés à l'entrée de Saint-Sulpice, les deux hommes sont arrêtés à la hauteur de l'auberge du Grand Frédéric par un nommé Baule, des Verrières lui aussi. Il conduit un char de bagages et souhaite offrir un verre à son ami Biquel. Les trois hommes entrent dans l'auberge et Baule fait servir une bouteille de vin blanc. Avant de partir, il donne encore quelques pièces à son ami qui en aura bien besoin pour s'installer en France. À la sortie du village de Saint-Sulpice, Biquel demande à entrer dans l'auberge du Soleil. Il dit en effet devoir parler au cabaretier. Ils entrent, mais le maître de maison n'est pas là. Qu'à cela ne tienne, Charles-Henri commande de l'absinthe pour le gendarme et lui-même. Les gens présents de la chambre en profitent pour saluer le jeune Biquel et lui souhaiter bonne chance. Tout à fait ragaillardi, nos deux hommes peuvent entamer la montée qui les mène au crêt des Verrières. La pente est raide, ils ont le souffle court. L'ascension se déroule presque sans un mot. Arrivés en haut et trop heureux d'avoir accompli la partie la plus difficile de leur périple, Biquel et Monnier entrent dans le cabaret Lamblay, au crêt des Verrières. Là, pour se féliciter de leur exploit, les compères commandent 2 grands verres d'eau-de-vie. C'est le patron qui régale. À l'entrée des Verrières, Biquel entre dans une auberge et commande un pot de vin rouge. Le gendarme le suit, ils trinquent, ils boivent. Au moment de payer, Monnier annonce que cette fois c'est son tour. Mais le cabaretier ne s'en laisse pas compter et il refuse l'argent du gendarme en disant que cela lui fait bien plaisir d'offrir un verre à Biquel et à son garde qui, d'ailleurs, a l'air bien sympathique. Monnier n'insiste pas. La prochaine, c'est moi qui paye. Durant la traversée du village, Charles-Henri est interpellé à plusieurs fenêtres. À chaque fois, ce sont des connaissances qui prennent congé de lui avec regret et lui offrent à boire. À une fenêtre, c'est du vin, à une autre, c'est de l'eau-de-vie. Au centre du village, le gendarme Monnier, dans un élan de sagesse, refuse qu'on boive une nouvelle bouteille de vin achetée dans une auberge. La maréchaussée sait se montrer ferme. On la prend à l'emporter, on la boira plus tard. Ils poursuivent leur route et se rendent à l'auberge du sautier Jules Guillaume, un des sautiers qui n'avait mis aucun zèle à l'arrestation de Charles-Henri. Les deux larrons s'assoient dans la chambre de l'auberge. Le sautier fait monter un pot de vin rouge de sa réserve personnelle. Le gendarme tente de protester, mais face à la décision d'un membre de justice, il ne peut que se résigner sans avoir vraiment lutté. Le sautier fait péter le bouchon et sert largement les deux compères. La mère et une des sœurs de Biquel se joignent à eux. La tablée écluse les flacons et parle fort. Monnier semble un peu s'assoupir. Les vapeurs d'alcool commencent à lui embrumer le cerveau. Sa tête tombe, il se ressaisit, mais sans véritablement reprendre conscience. Il reste assis, hagard, les yeux dans le vin. Au bout d'un certain temps, ou d'un temps certain, Monnier sort de sa torpeur. Il relève la tête et constate qu'il est seul à table. Biquel, sa sœur et sa mère ont disparu. Le gendarme se lève, tant bien que mal, et s'enquiert de son prisonnier. La domestique ne répond pas. Monnier sort dans la rue et voit Biquel revenir vers lui en courant. À nouveau réunis, Biquel et Monnier peuvent maintenant se rendre chez la mère Biquel, comme cela avait été autorisé par le juge. Dès son retour dans la cuisine où il s'était colleté avec son père, Biquel devient plus sombre. Assis à la table familiale, le nez dans sa soupe, il sent la colère monter. Il se met à hurler, à demander où se trouve son scélérat de père. Sa mère tente de le calmer, mais Charles-Henri n'entend plus rien. Il balance son écuelle de soupe contre le mur. Le gendarme tente de le calmer, mais il ne parvient pas à raisonner le jeune homme. La mère profite de cette distraction pour empoigner la soupière et tout ce qui traîne sur la table pour les mettre en sécurité sur un banc devant la maison. À l'intérieur, le gendarme réussit enfin à tempérer quelque peu la fureur de son prisonnier. Il décide de reprendre la route afin d'avaler les derniers hectomètres qui les séparent de la France.
Chemin faisant, il croise la fille Blanc. Pour Biquel, c'est un choc. Il a devant lui la femme qu'il voulait épouser, la mère de son enfant, cette femme dont il doit se séparer à cause de ce père qui ne vaut rien. Il se lance dans une scène tragique et bruyante au beau milieu de la rue. Il pleure, il hurle, il se prend la tête à deux mains. La mère et la sœur Biquel les ont rejoints et elles tentent de calmer Charles-Henri qui n'entend rien et continue de mener un train d'enfer sur la voie publique. Les deux femmes insistent pour que Charles-Henri soit raisonnable. « Allons, le gendarme a été bon avec toi, il serait juste que tu le suives maintenant, sans faire d'histoire. » Biquel acquiesce de mauvaise grâce. Il fait ses adieux à sa fiancée et à sa famille. Il traîne nonchalamment ses godillots en direction des verrières de Joux, accompagné du gendarme qui n'a qu'une idée en tête, enfin arrivé à la fin de cette journée éreintante à plus d'un titre. Arrivé à la hauteur d'une forge qui se trouve à quelques encablures de la frontière, Biquel demande à y entrer pour allumer sa pipe. Cette fois, pour le gendarme, c'en est trop. Il refuse en disant qu'il lui en donnera, lui, du feu, mais Biquel insiste, ne pouvant se résigner à quitter définitivement son village natal. Il prend le gendarme au col en le menaçant de lui donner une gifle s'il ne le laisse pas aller chercher du feu. Monnier tente à nouveau de raisonner, mais c'est trop tard. Biquel empoigne le sabre du gendarme et le sort de son fourreau. Dans la mêlée qui s'ensuit, Biquel plante la lame de la cuisse gauche de Monnier. Celui-ci tombe assis en proférant des jurons de charretier. Alerté par le bruit, plusieurs hommes s'approchent de la scène. Ils maîtrisent rapidement Biquel pendant que le gendarme râle en se tenant la jambe. Un des hommes propose de ficeler Biquel et de le redescendre à la prison de Motier. À ces mots, Biquel se débat comme un beau diable et parvient à s'échapper. Il court maintenant en direction de la France. Monnier se relève tant bien que mal et part à sa poursuite. Il parvient à le rattraper malgré sa blessure. Après une courte lutte, Biquel est cloué au sol. Alors Monnier se met à crier à la ronde pour qu'on l'aide à emmener son prisonnier. Un homme sort d'une maison et crie « Va-t'en, gendarme, tu n'as rien à faire ici, tu es sur France. Sauve-toi ou tu te feras prendre. » « Il n'y a donc pas de justice par ici ?» demande le gendarme. « Bien sûr, mais il faut aller jusqu'à Pontarlier. »« Bon sang, mais on est vraiment sur France ?» Monnier relâche son étreinte et Biquel s'enfuit dans une maison. L'homme raccompagne alors le gendarme jusqu'à la borne qu'il n'avait pas remarquée pendant qu'il coursait son prisonnier. Blessé, penaud, il ne lui reste à présent qu'à redescendre seul à Motier pour faire sa déposition. Déposition qui nous permet aujourd'hui d'avoir un décompte rigoureusement exact, quoique probablement édulcoré, de ce qui fut bu cet après-midi-là. Après cette folle randonnée, Biquel s'est installé au four, à quelques lieues de la frontière, à la sortie du Val de Travers. Il parvient à gagner sa vie comme sellier et comme beaucoup d'autres bannis. Cela lui permet de revenir quelquefois sur le territoire de la principauté. Une année plus tard, il est arrêté en France, puis extradé pour qu'il réponde de son attentat contre le gendarme. Il a cette fois 20 ans, il est balafré. Il a été attaqué par un nommé Drody Busset du Locle, qui était emprisonné avec lui à Pontarlier. Un coup de couteau donné en traître dans l'enceinte de la prison. Cette fois, le châtelain du Val de Travers est plus sévère. Il requiert que Biquel soit fouetté, marqué au fer, puis emprisonné à vie ou envoyé aux galères. Le Conseil d'État chargé de confirmer la sentence est lui plus clément. Il répond même au châtelain que sa sentence est pour le moins exagérée, voire même injuridique. Le Conseil d'État réduit la sentence et condamne Biquel aux 151 jours de prison préventive qu'il a fait et maintient son bannissement à vie. Biquel est rejugé 5 ans plus tard pour rupture de ban. 15 jours de prison au pain et à l'eau pour s'être trouvé sur le territoire de la principauté malgré l'interdiction. Le bannissement perpétuel est confirmé par le juge. Nouvelle rupture de ban en 1830. Biquel a alors 39 ans. Il a 2 enfants avec une nommée Philippine Latour. Il fait cette fois 5 mois de prison. Le bannissement semble par contre oublié, et Biquel ne doit plus avoir intéressé la justice depuis lors. L'absence de bannissement y serait-il pour quelque chose? Nul ne sait. Comme nul ne sait ce qu'aurait été la vie de Charles-Henri Biquel si la justice neuchâteloise n'avait pas décidé d'expulser ce criminel étranger.